Celles liées à l'intrusion ou l'invasion des groupes armés. Pour cela, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentés, corps PPN, le général-major Massi Bamba Albert, qui est également commandant des éco-gardes, a effectué récemment une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans le parc national des Virunga, dans les Nord Kivu, où il règne malheureusement toujours un climat délétère accentué par l'insécurité persistante qui favorise fréquemment mort d'hommes. Et cette mission du numéro 1 des éco-gardes avait pour mission de cerner la situation globale au parc national des Virunga en ce qui concerne particulièrement l'envahissement du parc par les exploitants, pêcheurs et agriculteurs, l'érection des villages illégaux de plus ou moins 100 000 habitants qui facilitent l'abri aux groupes et bandes armées nationaux et étrangers à l'intérieur même de ces parcs, également la superposition des titres avec l'élevage de gros bétail toujours à l'intérieur du parc, une situation déplorable. En plus de ces constats révoltants, les commandants du corps PPN avaient également fait une évaluation sur ces hommes, entendez par là les éco-gardes, dont les compétences nécessitent un renforcement de capacité au regard des défis sécuritaires qu'ils ont dans ce premier parc de la RDC. Le commandant de ce corps en charge de la sécurisation du parc avait également effectué, accompagné de sa délégation bien sûr, la visite des activités promotrices d'emploi initiées par les PNV telles que les barrages, la construction d'un barrage qui alimenterait jusqu'à 5 MW la ville de Goma, une savonnerie mais également une chocolaterie qui emploie plusieurs riverains de ces terres protégées. Alors après l'attaque d'un convoi du PAM sur le territoire de Nyiragongo, à près de 15 km de la ville de Goma, causant la mort de 3 hommes, parmi lesquels l'ambassadeur italien Luca Antanasio, le général Albert Massi, commandant des éco-gardes, avait donc réuni la presse le mardi dernier pour condamner cette énième attaque des groupes armés dans les environs du parc des Virunga. Devant la presse, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux, une structure paramilitaire créée au sein de l'ICCN, le général Albert Massi Bamba a fait le résumé de sa mission de 10 jours dans le parc national des Virunga, dans l'optique de brosser la situation sécuritaire qui prévaut dans ces parcs. Je suis allé là-bas, une mission de 10 jours, pour évaluer la situation sécuritaire. Ce que j'ai trouvé là-bas, j'ai constaté que l'insécurité est dans tous les parcs. Dans tous les parcs, c'est-à-dire qu'il y a un envahissement total des exploitants miniers, les agriculteurs, il y a des fermes, des champs. C'est ici que nous sommes allés voir les révolutions au point de vue formation de ces éco-gardes-là. Et ce qui a fait qu'on a constaté que parmi nos éco-gardes, ils ont une faible formation. Il fallait les augmenter, les ajouter d'autres formations assez spécifiques et les doter avec les moyens appropriés pour faire face à ces groupes armés qui sont dans les parcs nationaux. Il y a les Maï-Maï, les groupes armés nationaux et étrangers. S'agissant de l'attaque de ce lundi 22 février qui a coûté la vie à 3 personnes, dont l'ambassadeur italien Luca Antanasio à Nyiragongo, dans la ville de Goma, le commandant du corps PPN a présenté ses condoléances aux familles des illustres disparus, tout en saluant la bravoure de ses éco-gardes pour leur intervention lors de cette attaque. Nous condamnons vraiment avec d'énergie ce genre de tuerie. Du commandant corps PPN, nous présentons les condoléances à la liste des disparus et aux autres membres de leur famille. Cet échange avec la presse était l'occasion pour le général Massi de solliciter des décideurs leur accompagnement et leur soutien aux efforts déployés pour l'opérationnalisation de sa structure. On a déjà lancé notre préoccupation au niveau de nos décideurs. Ce sont nos décideurs qui vont nous mettre les moyens. Je crois que nous attendons le gouvernement. Quand le gouvernement sera en place, je crois que tout ira rapidement. Par ailleurs, le numéro 1 du corps PPN a rassuré l'opinion quant à leur détermination d'accomplir leur mission qui est celle de sécuriser
les aires protégées partout en République démocratique du Congo. Parlons énergie à présent dans ce magazine écologique. Inga 3, un projet pharaonique appelé à produire de l'hydroélectricité pour la RDC, mais surtout pour une partie de l'Afrique. Ce projet a donc fait l'objet d'un documentaire produit par un confrère à nous. Il s'intitule Inga 3, projet au contour indescriptible. Rubé Mayoni, qui est auteur de ce documentaire, a fait des recoupements, des analyses sur des rapports des ONG sur l'actualité du projet Inga 3 pour réaliser ces documentaires exceptionnels qui met en lumière les impacts environnementaux et sociaux de ce barrage pour les populations riveraines du site Inga et la nécessité est de privilégier les microcentrales et les énergies nouvelles ou encore renouvelables. Je vous invite à suivre attentivement ces documentaires et on se retrouve tout juste après. Inga pour les Bakongo, oui pour les Français et yes pour les Anglais. C'est le nom de ce site mythique du Congo central, appelé à produire de l'électricité pour la République démocratique du Congo RDC et pour une partie de l'Afrique. Avec plus de 110 gigawatts, il a la plus grande concentration d'hydroélectricité au monde. Les chutes d'Inga avec au moins 44 gigawatts, situées à environ 150 km de l'embouchure du fleuve Congo, la RDC abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique, pouvant fournir jusqu'à 40% de la demande d'électricité en Afrique. En outre, plus de 60 gigawatts de potentiel hydroélectrique répartis sur plus de 800 sites à travers tout son territoire. Mais un rapport de la Banque mondiale publié en 2017 indique que 19% seulement de la population congolaise ont accès à l'électricité et 15% de celle-ci selon un autre rapport de 2016 du ministère congolais des ressources hydrauliques et électricité. Selon la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, la RDC à elle seule compte 73 centrales hydroélectriques en arrêt ou en service et 153 sites hydroélectriques potentiels, classant ainsi Inga parmi les sites les plus emblématiques. Et pourtant, l'accès à l'électricité, facteur clé de la croissance économique inclusive, d'autant plus qu'il crée des possibilités pour les femmes, les jeunes, les enfants, tant en milieu urbain que rural, reste un rêve en RDC. Et ce, malgré ses ressources hydrauliques et ses énormes potentialités énergétiques capables d'éclairer le pays. C'est dans ce contexte que s'est tenue, sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, du 22 au 29 juin 2020, une conférence panafricaine virtuelle de haut niveau sur le projet Inga 3 et l'hydroélectricité en RDC et sa connectivité. La conférence panafricaine avait pour objectif présenter les opportunités actuelles et futures du Grand Inga et promouvoir le potentiel hydroélectrique de la RDC de manière à encourager les appels à manifestation d'intérêt pour l'achat de l'énergie à produire. Plusieurs ateliers techniques ont réuni les experts appelés à préparer la conférence des chefs d'État devant se tenir entre septembre et octobre 2020. It's a conference that we have convened to discuss the issues connected to the implementation of the Grand Inga project. We are working together with His Excellency President Felix Tshisekedi, who was consistently committed to working with the African leaders to make the Grand Inga hydropower project a continental project. Inga is the answer. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme son prédécesseur d'ailleurs, Joseph Kabila Kabange, est favorable au développement de ces projets. Soutien qu'il a apporté ouvertement au projet Inga 3 à maintes reprises, notamment le 13 décembre 2019, lors de son discours devant les deux chambres du Parlement congolais réunies en congrès. Le gouvernement a entamé des pourparlers avec les bailleurs de fonds pour finaliser les grands projets dans le secteur de l'électricité. C'est le cas du Grand Inga avec le projet Inga 3. Je propose qu'avec un seul grand ouvrage, idéalement localisé, il sera possible de réaliser progressivement
des salles de machines, groupe turbine alternateur, avec des capacités simples et cumulées de 4800 MW, 7500 MW et enfin 11 000 MW et plus, grâce au point de prise INGA 3, INGA 4. Un soutien renouvelé par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a affirmé que l'électricité est un secteur prioritaire pour la RDC et le 12e pilier du programme du gouvernement. Il a promis d'améliorer les taux d'accès à l'électricité conformément au plan national d'électrification du pays et d'attirer les investissements et mieux coordonner les différentes interventions en cours en rapport avec la construction d'INGA 3 et du Grand INGA. Grâce à un financement de la Banque africaine de développement BAD en 2013, des études de faisabilité réalisées par le groupement EDF et AECOM ont été rendues publiques en vue du développement intégral et optimal du site d'INGA en 6 phases supplémentaires, dont INGA 3 est la première. Alors que la BAD fait son retour dans les rênes de ce projet après l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, plusieurs versions du projet s'opposent et bloquent son avancement. Version 4800 MW, soutenue par la BAD, suivant les études de 2013. Version 11 000 MW couverte par l'accord de développement exclusif entre la République démocratique du Congo et le consortium Chine de INGA 3 et Pro-INGA, signé le 16 octobre 2018, au terme duquel le développeur s'engage à financer les études d'exécution du projet. Version 22 000 MW, basée sur un scénario d'harmonisation de ces deux versions, suivant le rapport final de l'atelier de Kinshasa RDC BAD de mars 2020, consécutif aux 3 autres ateliers tenus à Johannesburg et à Abidjan. Le premier format, c'est le format qui est sorti de l'étude étude de faisabilité de développement optimal du site d'INGA et des réseaux associés qu'on appelle EDIRA, qui est de 4800 MW. Une version de 11 050 MW. Maintenant, nous sommes au 3e format. Après la note conceptuelle pour la conférence panafricaine, on parle de 22 000 MW. Où sont les études de faisabilité qui ont démontré que sur le site d'INGA, on va sortir 22 000 MW. La RDC aura 6 000 MW, l'Afrique du Sud 5 000 MW et il y a 10 000 MW qui vont être réservés à une usine de traitement d'aluminium. On s'interroge si les études de faisabilité menées par EDF AECOM, publiées début juillet 2013, sont encore valables pour servir de base au format 11 000 MW ou 22 000 MW. Par ailleurs, l'Agence pour le développement et la promotion du projet INGA, ADP en sigle, serait à la recherche de 80 millions de dollars américains pour financer diverses études complémentaires techniques, y compris celles d'impact environnemental sur la population. Il convient de préciser que pour l'heure, seule la version 11 000 MW soutenue par ADP fait l'objet d'une proposition commune de 2 développeurs du projet, à savoir le consortium chinois d'INGA 3 et le consortium espagnol Pro-INGA. Vont-ils réellement développer les projets au regard de récents changements? Wait and see. En visite à Kinshasa en juin 2018, lors du forum sur l'entrepreneuriat privé, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a réaffirmé le soutien de cette banque multilatérale au développement d'INGA 3 devant le président de la RDC. Il a même visité le site d'INGA pour s'en convaincre. Nous avons le pays de RDC fait l'actionnaire de la banque depuis une période de 1973. Et nous avons vu le fruit de notre collaboration et partenariat sur l'énergie, sur l'infrastructure. Contacté pour recueillir des renseignements sur son implication dans les projets, la représentation de la Banque africaine de développement à Kinshasa a réservé une fin de non-recevoir à notre requête qui est restée lettre morte. Et pourtant, pour la BAD, le projet Grand INGA renforcera certainement l'intégration énergétique régionale afin de développer de grands marchés énergétiques compétitifs sur le continent. À ce jour, techniquement, et à en croire le chargé des missions de l'ADP, Bruno Kapanji, INGA 3 est un projet multidimensionnel dont la construction se fera en partenariat public-privé mode BOT, c'est-à-dire Build Operate Transfer, et sera confié à une société privée de droit congolais créée à cet effet pour mobiliser les financements
et réaliser les projets. Là aussi, nos contacts pour rencontrer les chargés des missions de l'ADEPI n'ont pas abouti. Le débat, c'est de savoir est-ce que le projet Inga 3 qui va être développé dans le pays répond aux normes. Est-ce que ce projet-là répond aux lois du pays? Est-ce que ça met en avant-plan les intérêts de la population congolaise? C'est là la grande question. Nous sommes en train de décrier beaucoup de choses qui nous poussent à demander à l'autorité de stopper ce projet-là pour améliorer. Si vous suivez bien l'actualité sur le projet Inga, il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés par les organisations de la société civile qui ont notamment fait état de ce que le projet était mené de manière opaque. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore pris conscience de ce que nous voulons faire. Et comme contribution de la société civile, c'est de faire prendre conscience aux autorités que nous sommes en train de parler d'un projet qui va engager pas seulement nous, mais plusieurs générations. Lors du premier forum sur l'énergie électrique en RDC tenu à Matadi dans le Congo central, à quelques encablures seulement du site mythique d'Inga, sous le thème « Comment transformer l'immense capacité hydroélectrique du pays en un moteur de développement socio-économique pour le peuple congolais d'abord, la sous-région et l'Afrique », le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi notait, je cite, « Comme je l'avais souligné dans mon discours lors de l'ouverture du forum, dans les 10 prochaines années, nous devons atteindre plus de 60% de couverture en énergie électrique. » Fin des citations. Mais les communs des mortels n'y croient pas, car la gestion d'Inga 3 suscite de nombreuses préoccupations de la société civile sur la transparence de sa gestion, l'inclusion de toutes les parties prenantes impliquées et l'information du public, en particulier les communautés susceptibles d'être impactées. À ce stade, de par les analyses qu'on a faites, on craint on voit plutôt beaucoup plus d'impact venir que des solutions. Inga, c'est un projet qui vient d'en haut et qui ne va pas forcément booster le développement de la RDC. L'autre épine dans le pied du projet, c'est la question du financement et des bailleurs de fonds. La Banque mondiale, qui s'était retirée du projet fin 2016, a été aperçue lors de la conférence panafricaine virtuelle sur Inga 3 en juin dernier. Mais pour l'heure, aucune déclaration officielle quant à son retour dans le projet. D'où la question de savoir de qui proviendront les milliards de dollars américains requis pour financer la réalisation des études complémentaires du projet. La Banque africaine de développement saura-t-elle supporter ce coût, elle qui a déjà supporté avec une enveloppe de 15 millions de dollars américains pour les études de faisabilité du projet de construction de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 et accordé 73 millions de dollars américains à la RDC dans le cadre du projet d'appui au secteur de l'électricité, PASEL en sigle, pour l'appui technique au travail de mise en œuvre du projet. Les scénarios financiers liés à la gestion du projet tels que elle sera faite par le concessionnaire qui sera attributaire justement de ce projet pour le développer, ne sont pas encore officiellement connus. Alors que la BAD finance un projet, je veux dire entre guillemets, controversé, pas dans le sens péjoratif, controversé dans le sens que c'est un projet qui peine à décoller depuis que l'idée justement de le lancer est arrivée, notamment pour des questions d'absence de financement adéquat. Comme on peut s'en apercevoir, Inga 3 va nécessiter d'énormes sommes d'argent pour sa réalisation et une gestion avisée des processus de recrutement ou de sélection responsable de son développeur pour sa mise en œuvre dans la transparence. L'histoire montre qu'il y a des risques élevés de corruption et de dépassement des coûts, quel que soit le mode ou la forme du partenariat public-privé et les scénarios financiers qui peuvent être envisagés. Mais est-il vraiment nécessaire d'optimiser le développement du potentiel du site Inga en faveur de la région et d'une partie du continent africain avant d'offrir à la population congolaise, déjà très pauvre, avec un faible taux de desserte en électricité, un meilleur accès à l'énergie? Une question qui vaut son pesant d'or quand on sait que la production d'Inga 3 est principalement destinée à l'exportation. Il y a lieu de s'interroger si la demande locale ne risque-t-elle pas de demeurer longtemps insatisfaite.
Et je pense que la fourniture d'électricité par la Société nationale d'électricité de la RDC, elle est insuffisante. Elle n'existe presque plus. Nous qui avons un grand barrage comme Inga, nous n'avons pas vraiment raison de vivre sans courant. On est passé à Inga 1, Inga 2 et bientôt Inga 3. Pour quelle fin? Si c'est pour vendre à l'extérieur, faites Inga 3 pour d'abord les Congolais. Et moi je crois que ça serait le courant, l'électricité pour d'abord les Congolais. Les Congolais, avec Inga 1 seulement, devaient avoir le courant. En tout cas, sincèrement parlant, le courant n'existe pas ici. Nous avons des appareils électroménagers à la maison, mais on ne sait pas les utiliser. Parce qu'on doit chaque fois recourir au charbon, recourir au gaz, recourir à ceci, recourir à cela. Je crois que ce n'est pas intéressant. Au créage ya public, courant ezate, mulili na kati ya ndaku na keko tuta na namir. Liso liake tobokangai. Kisasa mubima ifu ezala na courant. Courant ezo dépendre na mboka na biso za biso moko. Pourquoi ba côté mususu bazala na courant, ba côté mususu courant ezate? Et c'est quoi ça les mabongo? En tout cas, papa, situation courant bien. Donc courant, to comment là la molili donc on dirait ba o ba tia ba poto ba tia étiquette à pamba. To sala ba réclamation to mona ba yaka na ba onka te ba loba eloko moko te. Eloko zo ba biso ezali courant. Courant eso bo ma biso ba délestage leki ba FEDER pe leki. Donc pour bénéficier mingi na courant te. Pour bénéficier na ngote au moins par semaine courant zo ya 2 fois 3 fois. Nous connaissons soit na courant exacté. Donc ils ont des mabés. La situation du courant vraiment c'est regrettable. C'est regrettable parce que on n'a pas la disponibilité du courant est vraiment quasiment nulle. Dans la Kin, comme si on était au village. Donc, il peut être séparé, payer étranger pour passer la courant à Bissou. Donc, il peut être séparé, bon, séparer la courant à Bissou, il peut être colo nango, to séparer nango. Et ça, malam mingi ceux qui courent dans le quartier. Première chose des choses, quartier ils ont la développer. Maman muso zali awa bazana ba frigo awa kutu moi kotia machine à mouler exacte pour aller courir dans malongate. À Abidjan en janvier 2020, le ministre des Finances Céléa Lagouli a indiqué, je cite, réaffirmer les partenariats avec la Banque africaine de développement et son leadership dans la mise en œuvre effective et rapide du projet Inga 3. De son côté, Estache Mouanzi Moubembe, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, soulignait rompre avec le discours et aller vite. Entre-temps, toutes les démarches menées auprès du ministère pour en savoir un peu plus sur le projet sont restées vaines. Pourquoi ce flou, s'interroge-t-on? Quel bénéfice la population congolaise tirera-t-elle du projet Inga 3? Consommera-t-elle l'électricité d'Inga 3? Si les entreprises minières du Grand Katanga attendent cette énergie pour faire tourner leurs engins qui exploitent les minerais, combien de mégawatts seront destinés à la consommation des ménages? La question reste pendante. Certains observateurs redoutent une gestion opaque du projet du fait de la non-implication de toutes les parties prenantes, telles que le Parlement congolais, la société civile et même la population riveraine du site Inga. Il faut peut-être espérer qu'avec l'implication de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Agence de développement de l'Union africaine, ODANEPAD, connue sous le nom de Worldwide Energy, ces doutes soient vite levés. Plus de 14 milliards de dollars américains vont être investis dans un seul ouvrage, un choix du gouvernement congolais pour ce projet au contour difficilement traçable, lequel, de l'avis de certains acteurs de la société civile, soit est mené dans l'absence de toute transparence objective, soit encore est loin des intérêts immédiats de la population congolaise. Alors que cet argent pourrait servir à développer d'autres sources d'électricité moins onéreuses et primordiales, comme des micro- ou pico-centrales hydroélectriques ou des centrales solaires avec un impact positif certain des populations et des négligeables impacts environnementaux et des avantages positifs et rapides au plan socio-économique. Telles que reconnues au niveau mondial, les conséquences environnementales des grands ouvrages, dont les barrages, ne sont pas négligeables. Risque de délocalisation de plus de
37 000 membres des communautés du site Inga, alors qu'il n'existe aucun plan de délocalisation et insertion, non-respect des droits des communautés, notamment en cas de relocalisation ou d'inondation, des risques à craindre dans la zone du bassin versant du fleuve Congo, dont la dégradation de la nature, de la biodiversité marine manifestée en amont et en aval du barrage, de la fonction écologique du fleuve Congo, pollution et perte de qualité des eaux douces, risque de disparition des espèces aquatiques, ensablement du fleuve, érosion côtière, envahissement de la mer sur le fleuve suite à la diminution du débit du fleuve. Les risques d'inondation qui résulteraient du barrage du fleuve Congo pouvant affecter la cité de Luozi en amont du site d'Inga et les rives du Congo-Brazzaville, risque d'assèchement du fleuve Congo occasionné par la diminution du débit du fleuve pouvant sensiblement affecter le fonctionnement d'Inga 1 et Inga 2. S'il faut qu'on construise un barrage sur le fleuve, il y aura un certain nombre de villages qui seront inondés, le cas de Luozi. Peut-être que cela pourra aussi toucher l'Afrique, le Congo-Brazzaville voisin. Et donc ce sont des impacts comme ça qui sont aussi considérables. À l'heure actuelle, il n'existe pas encore des études claires qui montrent comment, si ces impacts-là sont minimes ou ils seront graves, et surtout les mesures de riposte qui sont envisagées par rapport aux populations qui pourraient, je dis bien pourraient, être déplacées, mais aussi par rapport à toute la végétation qui peut être touchée. Pour Inga 3, du point de vue social et environnemental, au vu du prix à payer par les personnes à déplacer, les communautés en aval, leur participation à la prise de décision relative au processus d'évaluation des conséquences sociales et environnementales devrait donc être démise. Mais hélas, dans une perspective de développement durable, il est nécessaire qu'Inga 3 fasse l'objet d'une plus large concertation. Les promoteurs de ces barrages doivent impérativement promouvoir la transparence et la participation communautaire dans le respect des normes internationales requises dans le développement de ce type de projets. En attendant, le développement d'Inga 3 soulève un certain nombre de préoccupations sur la production destinée à l'industrie et qui risque de ne pas améliorer les niveaux d'accès à l'électricité de la population congolaise, dont la perspective de bénéficier de l'énergie d'Inga reste incertaine. Pour nous, d'après les analyses que nous sommes en train de faire, les Congolais n'auront pas l'énergie de Inga 3. Nous avons le potentiel hydroélectrique parmi les plus importants au monde. On est en train de penser du projet Grand Inga. Il y a même des discussions internationales qui se tiennent, mais qui sont focalisées sur la fourniture de l'énergie hydroélectrique à d'autres pays, mais pas à leur distribution intérieure. Vous voyez, nous continuons à réfléchir dans cette optique d'une économie extravertie qui ne nous a pas servi pendant les 60 ans. Pour l'heure, plusieurs éléments restent à clarifier. C'est notamment le format final du projet dans sa première phase de 4800 MW, 11 000 MW ou 22 000 MW, car l'incertitude demeure, la réouverture ou pas du dossier d'appel d'offres pour l'inclusion d'autres développeurs en plus de Chine d'Inga 3 et de Pro Inga pour la construction de cet ouvrage, la mobilisation des financements pour la réalisation des études complémentaires de faisabilité initialement confiées aux deux développeurs dans l'accord de développement exclusif. Il s'agit également de la négociation et la signature du contrat de concession, l'ouverture du dossier d'appel d'offres pour le recrutement des développeurs pour la construction des lignes de transport, enfin, le rôle exact que comptent jouer les nouveaux acteurs que sont l'Agence de développement de l'Union africaine ODA-NEPAD, la Commission de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, dans le projet Inga 3. Entre-temps, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, et le consortium des 10 entreprises allemandes ont signé, fin août 2020, un protocole d'accord pour la construction d'Inga 3 et l'usine d'hydrogène à Banana pour 25 milliards d'euros. Outre les Allemands, dans le mur d'Inga 3, les Australiens comme autres développeurs. Quel rôle joueront les Chinois, les Espagnols, les Allemands et les Australiens et qui développeront réellement le projet Inga 3?
La réunion technique de l'ADEPI tenue fin septembre 2020 avec le consortium hispano-chinois rassure qu'il n'y a plus désormais un seul projet, un seul consortium et un seul plan de développement, a dit Bruno Kapanji. Désormais, il y a un consortium unique, on ne parlera plus des Espagnols, des Chinois, on parlera consortium INGA 3. L'énergie d'INGA 3 risque donc de parcourir des milliers de kilomètres vers les centres industriels et urbains d'Afrique du Sud, ainsi que vers les grandes mines de la RDC, contournant les populations congolaises de plus en plus dans le noir, car non desservi par son propre réseau électrique, inexplicablement extraverti. Dans l'espoir que ces reportages documentaires vous aient plu, je vous dis merci d'avoir suivi ces programmes écologiques Objectif Vert qui touchent à sa fin. Merci à vous. D'ici là, prenez soin de vous et surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.